Donc, la 8e clé que tu Oui. viens de nous sortir. Oui. Euh, on l'a testé aujourd'hui au niveau des lecteurs, puisqu'on l'a mis sur le stand du colloque. Et la question principale qui revenait souvent, c'est qu'est-ce qu'il apporte de plus au niveau des dessins, au niveau des textes, que les 2 précédents livres d'Éric. Ah oui, 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 oui. Alors, qu'est-ce que j'apporte de plus? Au niveau des dessins, il y a plein de nouveaux dessins dedans, Ça, je sais. déjà. Je sais, j'ai Euh, expliqué, mais c'est ouais, bien que tu ouais, me ouais. dises. Et puis, la 8e clé, c'est la 8e caractéristique, en fait, c'est ma façon de l'appeler, Ouais. celle dont j'ai un petit peu touché un mot aujourd'hui, qui est une caractéristique qui est l'exception qui confirme la règle, puisque personne n'a jamais été capable de mettre un taux statistique dessus, ce qui fait que les positions à son encontre sont très divergentes. Certains pensent qu'elle est quasiment totale, ce qui évidemment a des conséquences assez énormes quand même. Oui. Et d'autres pensent qu'elle est beaucoup plus limitée. Et c'est vrai que, comme on n'arrive pas à l'appréhender, il est même difficile de donner un avis sur ce niveau-là. Voilà. Alors je rappelle que la 8e clé, c'est la dimension spéculaire, le terme qui vient de l'italien specchio, qui signifie miroir. Donc c'est la dimension en miroir, découverte il y a une 60aine d'années, qui fait l'objet d'un biais cognitif généralisé, évidemment vu sa dangerosité. Pourquoi dangerosité? Parce que la principale caractéristique de cette caractéristique, justement, c'est la fonction mimétique. Et que la fonction mimétique, qui opère sur 3 niveaux, dont le deuxième est le plus dangereux, en fait, puisqu'elle paraît capable d'investir certains contextes historiques, disons, au sens large avec la culture qui va avec, et c'est là qu'apparaît la dangerosité, parce que quand on a bien compris de quoi il s'agit, il n'y a que 2 explications possibles, malgré toutes les circonvolutions que l'on peut faire, ou c'est endogène, c'est-à-dire que c'est nous qui créons ça, mais selon des modalités physiques évidemment qu'on ne comprend pas, ou alors, comme il est raisonnablement logique de le penser quand même, c'est exogène, c'est-à-dire extérieur à nous pour ne pas dire extraterrestre, mais dans ce cas, ça ne nous exonère surtout pas de chercher à comprendre pourquoi et comment cette intelligence se manifeste par le biais de nos structures mentales et culturelles. Donc dans les 2 cas, c'est extraordinairement dangereux, ça vient percuter nos propres représentations mentales, d'où le biais cognitif, évidemment. Et comme je l'ai dit, c'est un peu mon travail de travailler là-dessus et d'essayer de comprendre pourquoi. Voilà, donc comme toute caractéristique que tu questionnes est aussi une clé, c'est pour ça que je parle de la 8e clé. D'accord. Voilà. D'accord. Et pour toi, c'est exogène ou endogène? Ça c'est la question. La grande question qui oui. tue. Alors, Oui. dans la lignée d'Aimé Michel, c'est vrai que j'ai toujours été sur une position classique. J'ai un côté classique, donc je suis plutôt sur une position exogène. Oui. Mais comment dire, je veille scrupuleusement à ce que ça ne devienne pas une doxa. Ouais. C'est-à-dire que le propre d'un ufologue, c'est d'être curieux et ouvert. La famille qui soutient l'hypothèse endogène est certes minime, mais quand tu vois le niveau intellectuel et de diplôme, il y a de quoi pas lire quand même. Par exemple? Oh ben, c'est le minimum, c'est doctorat. Non, mais des gens. Oh ben, je vais citer Jean-Jacques Jaillat, je vais citer Laurent Kaprovitz, je vais citer tout un tas de personnes. Donc ces gens-là ont des arguments recevables, parce que c'est vrai que ce point de vue explique beaucoup de choses quand même. Comment cette intelligence en sait autant sur nous. Parce que l'effet miroir, c'est aussi le feedback, le retour de nous-mêmes. Oui, oui, oui. Bon, mais je pars du principe, moi, que l'on pourrait également expliquer la raison du mimétisme dans un cadre exogène, ce qu'on n'a pas fait jusqu'à présent. Oui. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai dit cet après-midi, Mais rapidement. Et donc, il est très difficile de trancher entre les deux. Alors, dans le doute, je reste sur le postulat général légué par Aimé Michel, qui est un postulat exogène, mais de niveau 2, qui intègre la complexité, l'incommensurabilité, etc. Voilà, pour répondre brièvement à ta question. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, tu envisages une suite à ce livre ou... Je sais pas.
Je ne sais pas, parce que ça demanderait des travaux extrêmement approfondis que je n'ai peut-être pas la capacité de mener seul, parce qu'un homme seul peut difficilement attaquer un problème aussi complexe. Il faudrait pour ça travailler en équipe à 7 ou 8, avec des spécialisations bien définies, et essayer de voir si on arrive à cerner un peu plus près ce problème. Parce que il faut bien comprendre les conséquences de cette affaire. Hein. Si on part d'un point de vue endogène, donc si c'est nous qui produisons ça, il faut d'abord comprendre comment ça marche sur le plan physique. Ça, on n'a aucune théorie qui permette. Et puis, comme le dit très bien Jean-Jacques Jaillat, expliquez-moi où s'arrête le mimétisme. Ce qui veut dire que dans l'interaction avec cette intelligence, tout ne pourrait être que simulacre de façon à ce qu'on puisse le percevoir nous. Ça va très... Ah, ceci dit, Ça va loin, oui. Ça va loin, mais ça renvoie à Enrico Fermi, hein, quand même. Oui. Puisque Enrico Fermi avait dit, une phrase connue en ufologie, hein, selon mes calculs, il devrait déjà être là. Mais ça, c'est la première partie de la phrase. On ignore généralement la seconde. Ah oui, on ne connaît que la première partie. Oui, oui. La seconde, c'est, mais s'ils étaient là, on ne pourrait même pas les voir. D'accord. Alors d'abord, pourquoi ne pourrait-on pas les voir? Deuxièmement, pourquoi voit-on quelque chose? Ouais. Mais on voit quelque chose qui est fortement empreint de mimétisme. Aussi. C'est-à-dire qui est repérable. Quelquefois, pourquoi l'un voit et celui qui est à côté de lui ne voit pas? Ah, alors là, on monte d'un cran dans la complexité, voilà. là, bien entendu. Mais là, tu ne peux pas répondre à cette question sans changer de paradigme. Et ça, il n'en est pas question pour l'instant. Tu ne peux pas décider de ton propre... Enfin, tu peux avoir ton propre avis, évidemment, mais tu ne peux pas imposer un changement de paradigme comme ça. Tu ne peux pas passer d'un paradigme matérialiste à un paradigme idéaliste. Du second à l'autre, impossible. Oui, à titre individuel, à oui. Titre individuel. Oui, mais ça ressemble presque à de la croyance, à de la religiosité. Donc, c'est pour ça qu'il y a des limites quand même. Et comme on n'arrive pas à mettre un taux statistique sur la huitième clé, ben, certains pensent qu'elle est presque totale, ce qui implique ce qu'on vient de dire. D'autres pensent qu'elle est bien plus minime. Et dans ce cas, ça va mieux dans un cadre exogène, parce que le mimétisme, dans ce cas, devient un élément de l'interaction de cette intelligence avec nous, mais dans un cadre exogène. Donc ça va mieux. Alors ce sont des théories, enfin une démarche intellectuelle assez subtile, qui échappe en général à tout le monde, hein, mais il faut quand même en parler, et un chercheur se doit d'en parler d'essayer d'évaluer tout ça. Voilà. Et tu parlais d'un travail d'équipe qui serait nécessaire, mais moi, il me paraît impossible ce travail d'équipe, parce qu'on a l'impression, même en sortant d'un colloque où tout le monde s'entend bien, où tout le monde était en harmonie, que tout le monde travaille dans son coin sans qu'il y ait de porosité entre ce que fait l'un et ce que fait l'autre. Oui, mais je suis assez d'accord avec toi. C'est-à-dire, ce qu'il faudrait, c'est prendre des sémiologues, des psychologues, de bons ufologues, un physicien, un psychologue. Enfin, il faudrait prendre une catégorie de personnes et les faire travailler, mais sur cet objectif précis et très bien déterminé. Mais même en admettant qu'il arrive à quelque chose, il va se faire tirer dessus immédiatement. Donc, effectivement, c'est très, très, très difficile. Mais recréer un collège invisible, financé par quelqu'un qui n'a pas d'intérêt personnel dans l'affaire, mais qui chapeauterait l'équipe. C'est une possibilité, mais un collège invisible en France, on n'est pas aux États-Unis. Hein, non. Je vois mal quelqu'un mettre la main à la poche pour créer ça, sans certitude d'avoir quoi que ce soit. Bien sûr, il n'y a rien. Il n'y a pas de gain derrière, hein, c'est pour personne. Donc, il faut continuer à travailler un peu en solitaire, et puis faire ce qu'on fait, continuer à communiquer, et voir si à un moment donné, telle ou telle direction se détache plus tôt. Il y a quand même des cas très étonnants. Hein. J'en cite quelques-uns dans le livre, où tu vois pas comment un truc pareil pourrait être extraterrestre. Et puis inversement. Inversement, tu as des cas qui visiblement ont l'air extraterrestres. Alors, évidemment, trancher entre les deux, c'est très, très, très difficile. Par contre, c'est lié aussi au contexte historique dans lequel ça se manifeste. Hein. Oui. Le cas finlandais, par exemple, que tu cites dans le livre, me paraît. Tu peux nous le résumer un petit peu? Oui, c'est en 40, à la veille de l'invasion de la petite Finlande par l'Union soviétique de Staline. Et deux personnes, un père et son fils, voient dans la forêt, ils sont enneigés, hein, ils sont là en train de marcher avec des skis,
il voit un objet qui est posé, métallique, qui est posé quelque part, et à côté, il y a deux espèces d'êtres qui sont comme des robots, qui marchent au pas de loi. Je veux dire, il ne faut pas être grand clair pour comprendre la signification, hein, voilà, parce que les Russes marchaient aussi bien au pas de loi que les Allemands. Donc, et puis les Allemands sont intervenus après. Oui. Côté Donc, des Finlandais. en plus, oui. Donc, bon, ça c'est assez clair. Le phénomène mimétique joue, ça c'est le deuxième niveau, il s'est intégré dans, dans un contexte historique précis, hein, comme il le fait très souvent. Le meilleur exemple, c'est celui de la vague de 46 en Scandinavie. On sort de la guerre où tout le monde a en tête le V2 allemand, la première fusée stratosphérique. C'est les fusées fantômes qui apparaissent. Et de l'autre côté, on rentre dans la guerre froide, avec des milliers de fusées partout chargées de têtes nucléaires. Et au cas où ça ne nous aurait pas encore monté au cerveau, il y a des crashs de rien en pagaille, dans les lacs, par terre, on ne trouve rien. Il faut vraiment être aveugle pour ne pas comprendre. Hein. Bon, mais ce qui est amusant dans le deuxième niveau, donc le mimétisme de nature contextuelle, c'est que l'histoire nous montre qu'on ne le repère jamais sur le coup. Il faut laisser passer le temps, qui est un révélateur impitoyable, parfois des décennies, pour qu'on commence, on ne sait pas pourquoi d'un coup à réaliser, mais il y a une relation évidente, quoi. Mais sur le coup, on ne la voit pas. C'est comme ça. Donc ça nous interroge sur nous-mêmes, en fait. C'est un phénomène qui nous interroge sur nous-mêmes. Oui. Et pour conclure, suite à ce colloque, on a entendu Philippe Guillemont qui exposait une nouvelle théorie physique. Je pensais en permanence, et je te l'ai marqué d'ailleurs, à la théorie du capitaine Plantier. Et je me demande quand même si ces phénomènes ne sont pas là aussi pour nous faire avancer et nous obliger à bouger à tous les points de vue. Ben, point de vue psychologique, bien point de vue entendu, physique. bien entendu. C'est le propre de l'intentionnalité, de toute façon. Si un mobile a l'intentionnalité, ça vise un objectif déterminé, c'est celui-ci. En fait, c'est dans un premier temps nous faire comprendre que les choses sont beaucoup plus compliquées que ce que l'on peut appréhender à notre petit niveau encore archaïque. Voilà. Alors après, comme je l'ai dit, la question c'est est-ce qu'il y a de l'information qui nous est donnée d'une façon sous-jacente ou pas. Ça pourrait être involontaire. Alors, personnellement, je pensais à l'origine qu'il y avait possiblement de l'information sous-jacente, même involontaire, notamment de nature ontologique. Ça paraît assez bien correspondre à ce qu'on voit, mais les particularités de l'effet miroir me font un peu douter. Il ne faut jamais oublier ce que Camus a dit du miroir. Un miroir renseigne, mais n'enseigne pas. Il renseigne sur notre état, on est d'accord, mais il n'enseigne pas. Pourquoi? Parce qu'un miroir possède une curieuse faculté, il reflète tout, sauf lui-même. Waouh, top. Écoute, on va arrêter sur cette réflexion qui va nous travailler. On va laisser reposer le radiateur, c'est ça? Et puis on va lire ton livre. Voilà, ça marche, je te remercie. Merci, Michel.